Bonsoir et bienvenue dans Vision, votre rendez-vous hebdomadaire du lundi. Au menu ce soir, un sujet crucial pour notre économie, la fluidification du trafic maritime et l'accélération du traitement des marchandises à l'importation. Face aux défis logistiques, aux délais d'attente prolongés dans nos ports et leur impact sur la compétitivité de nos entreprises, la présidence de la République a dévoilé une feuille de route ambitieuse. Objectif, modernisation des infrastructures, simplification des procédures et digitalisation des chaînes logistiques. Quels sont les leviers d'action envisagés? Quelles seront les répercussions pour les acteurs du secteur et les consommateurs? Nous en débattrons avec nos invités de ce soir et j'aurai justement le plaisir d'être accompagné par M. Rzal Abdelkrim. Vous êtes conseiller au ministère des Transports. M. Rzal, bonsoir et merci d'être là avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Nous avons également avec nous M. Mazouz Mourad. Vous êtes sous-directeur des procédures et des facilitations à la Direction générale des douanes. Monsieur Mazouz, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Et nous avons également avec nous notre consultant, Mohamed Achir. Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Alors, messieurs, nous parlons très rarement du transport maritime et Dieu seul sait qu'il est de loin celui qui a le plus grand pourcentage dans le transport maritime à l'échelle mondiale. C'est bien ça, M. Rzal? Exactement. Merci pour l'intérêt que vous accordez au secteur de transport, connu comme secteur stratégique d'une grande complexité, fortement réglementé pour son caractère transnational. Mais il est très captivant. Vous savez que l'économie mondiale, elle repose énormément sur le transport maritime. Elle est dépendante à 90% en volume et à 80% en valeur. Le volume transporté annuellement en 2024, il avoisine les 12 milliards de tonnes, transportés par une flotte estimée à 100 000 navires classés en plusieurs catégories. Il y a les navires citernes pour le transport des hydrocarbures, les navires vraquiers pour les produits en vrac tels que le minerai de fer, la bauxite, le charbon. Vous avez les navires passagers, les navires de croisière, les navires ro-ro, les navires spécialisés pour transport de bétail. Et vous avez bien sûr la nouvelle catégorie, c'est les porte-conteneurs qui caractérisent un peu le dynamisme économique des pays. C'est un mode de transport en pleine expansion et tous les pays investissent dans les navires de dernière génération, transport de conteneurs et surtout dans les terminaux à conteneurs modernes pour accueillir ce type de trafic. Alors, historiquement, déjà, le transport, les ports ont toujours joué un rôle déterminant dans les échanges commerciaux, notamment pour ce qui nous concerne, le bassin méditerranéen avec ses deux rives sud et nord. Oui, le transport maritime, disons, c'est le transport le plus ancien de l'histoire de l'humanité peut-être. Et puis, c'est le transport aussi qui a boosté les échanges internationaux. Donc même c'est-à-dire les puissances économiques, les anciennes puissances économiques ont été marquées par une domination de ce segment de transport maritime. Par exemple, si on peut citer dans l'histoire la révolution industrielle, surtout la domination du Royaume-Uni c'est-à-dire à partir du XVIIIe siècle, XIXe siècle. En 1850, selon certaines statistiques, le Royaume-Uni dominait 50% du transport maritime mondial. Et il reflétait justement la puissance industrielle et la puissance économique. Donc cela veut dire que le transport maritime, il va la main dans la main avec la puissance économique et avec l'hégémonie économique aussi. Après, bien sûr, toutes les puissances économiques occidentales
mais aussi asiatiques ont été marqués par le transport maritime. Même l'Algérie était aussi, au XVIIe, XVIIIe siècle, aussi, Oui, était justement, très nous forte avons en des matière de traditions transport avec maritime. les comptoirs qu'on avait. Tout à fait. Ouais. On était une puissance méditerranéenne en la matière. C'est-à-dire on avait quand même un pavillon de navires, etc., et de transport, et on contrôlait beaucoup c'est-à-dire de couloirs de transport maritime, surtout en Méditerranée. Donc le transport maritime, il reflète aussi la puissance économique d'un pays, et c'est nécessaire parce que surtout quand un pays veut pénétrer les marchés à l'international, avoir une part de marché Cela importante passe. dans le commerce mondial, donc il doit se doter Cela passe par justement. bien sûr, doit se doter de transport maritime. Très bien. Alors, lorsque nous parlons de transport maritime, nous ne parlons pas que des ports, il y a toute une chaîne. Quels sont les maillons de cette chaîne, Monsieur Mazouz? Oui, effectivement, j'allais enchaîner par rapport Oui, allez-y, bien sûr. Je dirais que les routes maritimes actuellement, Oui. aujourd'hui, sont tracées en fonction de la géopolitique Tout à et fait. justement des volontés et des stratégies économiques des pays pour avoir une certaine hégémonie et une certaine puissance pour dominer un petit peu l'économie. Qui domine l'économie, domine le monde, bien entendu. Tout à fait. Effectivement, dans tout ce qui est transport maritime, il y a ce qu'on appelle les chaînes logistiques. C'est les supply chains. Les chaînes logistiques au niveau mondial sont très complexes. Elles sont très complexes. Elles partent depuis la commande d'un produit, sa fabrication, sa production, transformation, stockage, conditionnement, etc., puis transport, arrivée et distribution. D'accord. Cette chaîne est tellement complexe, il y a beaucoup d'intervenants, depuis le consommateur qui commande bien entendu son produit, jusqu'au consommateur qui est l'utilisateur final, qui est le consommateur du produit. Donc, à l'intérieur de cette chaîne, vous avez beaucoup d'intervenants et beaucoup d'acteurs. Vous avez tout ce qui est des producteurs de matières premières, vous avez les transformateurs de produits et ceux qui transforment les demi-produits, et vous avez les producteurs de produits manufacturiers, et puis également les prestataires de services, ceux qui travaillent donc du service de transport et de livraison. À l'intérieur de ces maillons, il y a une part de l'État qui intervient pour faire le contrôle. Justement, l'État, à travers notamment les douanes, parce que quand on parle de transport maritime, il y a le maillon le plus important qui est la douane, qui est là, qui joue le rôle de l'État pour contrôler, protéger d'abord l'économie, réguler, contrôler la qualité et la nature des produits qui rentrent pour pouvoir défendre les intérêts d'une économie du pays, et puis pour la collecte des impôts et les rentrées pour les ressources du budget de l'État. Vous vouliez rajouter quelque chose, M. Zen? Oui, pour simplifier un peu ce que vient de dire mon collègue, dans notre cas d'espèce, la chaîne logistique intégrée commence par l'usine de production. Il y a le segment transport maritime qui représente le mode de transport le plus important. Une fois la cargaison ou le navire arrive en rade d'un port, il entre dans le port, la cargaison est déchargée, elle sort du port. Mais dans la plateforme portuaire, il y a tous les acteurs qui interviennent pour faciliter le transit de marchandises. Vous avez le port qui décharge avec ses moyens de manutention et logistique, et vous avez les institutions en charge du contrôle aux frontières, commençons par la douane, les services phytosanitaires qui relèvent du ministère de l'Agriculture, les services de contrôle de conformité du ministère, qui relèvent du ministère du Commerce. Ensuite, vous avez les transitaires, vous avez les transporteurs, vous avez les opérateurs économiques, vous avez les banques. Ensuite, lorsque la marchandise elle sort de l'enceinte portuaire, elle est transportée par l'opérateur soit vers sa destination, vers l'usine, ou elle va continuer vers sa destination finale, qui peut être à l'intérieur de l'interland du pays ou à l'extrême sud du pays, et elle peut aussi transiter pour aller dans d'autres pays avoisinants. C'est toute cette chaîne logistique et tous ces acteurs-là qui doivent travailler en coordination pour faciliter tout le transit de cette marchandise et surtout pour réduire
les coûts logistiques et la durée de transport pour faire arriver on comprend mieux. le destinataire final, c'est le consommateur. On comprend mieux pourquoi M. Mazouz a parlé de complexité. Oui. Une question toute naïve. Oui. Il n'y a que les pays qui ont accès à la mer ou à l'océan qui peuvent parler de transport maritime? Non. Vous savez, le plus grand armateur dans le monde, c'est un Suisse. Oui. Et la Suisse n'a pas de frontières. Oui. Donc Oui. on peut N'a pas d'accès être un grand opérateur logistique sans toutefois disposer d'accès à la mer ou à l'océan. Oui. Alors, lorsque les ports sont un véritable levier économique et social pour un pays, mais c'est aussi une question de souveraineté. Mohamed? Oui, bien sûr, le port, d'abord, c'est la frontière. Donc, il y a nécessité d'abord de protéger l'économie nationale. Par rapport aux échanges, disons, illicites, par exemple, ou interdits par les lois nationales. Et puis, cette souveraineté aussi, il est dans c'est-à-dire il est à la fois une souveraineté politique et économique, parce qu'il y a la régulation nationale. Sauf dans les zones franches, par exemple, donc quand il y a des ports avec des zones franches, donc là, il y a un allègement relativement de la réglementation. Mais sinon, ça reste toujours, même les zones franches, c'est la souveraineté nationale. Donc ça, c'est incontestable. Mais quand on parle aujourd'hui aussi de la souveraineté, on lui rajoute aussi le caractère stratégique. Parce qu'aujourd'hui, il y a de la géopolitique du transport international, des ports, etc. Donc il y a nécessité de maîtriser sa propre chaîne logistique, d'avoir sa propre flotte de navires, de bateaux, etc. et de maîtriser cette chaîne logistique internationale. Donc on a par exemple constaté lors de la Covid-19 cette nécessité justement d'en disposer à la fois d'un pavillon national de navires, mais aussi d'avoir des ports qui sont bien bien dimensionnés pour avoir cette agilité, avoir cette flexibilité dans le transport maritime, le transport de marchandises ou autres. Donc la Covid-19 a montré que le problème de transport le transport maritime est stratégique. Et c'est pour cette raison que l'Algérie, je pense, depuis, s'est intéressée davantage à ce secteur de transport maritime, à l'organisation des ports, aussi à la flotte, parce que nous dépendons quasiment des armateurs étrangers, de navires étrangers. Donc on importe ou on exporte avec des navires étrangers. Donc il faut se doter d'un pavillon national, d'une flotte nationale, investir davantage en la matière. Et puis, lors de la crise de la Covid, plutôt la guerre russo-ukrainienne, on a aussi, il y a eu un signal très fort qui a été donné aussi par l'interdiction d'utiliser les pétroliers, etc. Les céréaliers. Voilà, c'est-à-dire il y a un embargo à l'égard de pétrole russe. Oui. Donc, donc il y a eu même des sanctions qui ont été, c'est-à-dire brandies à l'égard des armateurs qui vont, c'est-à-dire transporter le pétrole russe. Donc cela montre aussi le caractère stratégique c'est-à-dire du transport maritime et de la flotte nationale. Monsieur Mazouz, vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à cette souveraineté, à ce côté stratégique? Le port, c'est le lieu idéal de l'exercice de la souveraineté de l'État. Parce que d'abord, c'est le relais entre un territoire ou une juridiction d'un pays quelconque avec l'extérieur. C'est le premier. Deuxièmement, c'est le lieu par excellence où s'exerce le rôle, je dirais, régalien de l'État. De par le passé, c'est au niveau des ports qu'on fasse le contrôle des produits in-out à l'entrée et à la sortie et qu'il y a la perception des rentrées des ressources pour le pouvoir de l'État également. Donc c'est le lieu par excellence d'exercice de la souveraineté de l'État et d'ailleurs c'est pour cela que tous les États partout dans le monde donnent une importance particulière à l'existence des ports et toutes les autorités qui exercent leur mission.
Oui. Alors, M. Rozel, les ports appartiennent exclusivement à l'État, mais leur gestion peut être confiée à des entreprises privées, qu'elles soient nationales ou étrangères. Il y a plusieurs modes de gouvernance en matière de port. Il y a le concept de port propriétaire, ce qu'on appelle landlord port, où les infrastructures appartiennent à l'État et on peut confier les activités commerciales à des opérateurs publics ou privés dans le cadre de partenariat. Il y a le port outil qui est un concept mixte et il y a le port privé où on confie la réalisation des infrastructures et la gestion commerciale. Il y a 4 modes de gouvernance. Dans le cadre de l'Algérie, la réforme engagée dans le cadre du Code maritime dans les années 88-90, c'est le concept de port propriétaire où les infrastructures relèvent exclusivement de l'État de réalisation. Ouais. Et on peut confier les activités commerciales à des opérateurs privés dans le cadre de concession, et le cadre réglementaire existe pour confier ces activités commerciales. Alors, messieurs, c'est un domaine, hein, le transport maritime, où la concurrence est vraiment féroce, hein, surtout à l'ère de la mondialisation, notamment avec les opérateurs de taille mondiale. Hein. Donc, pour faire face à cette concurrence, c'est du boulot. Hein. Monsieur Mazouz ou Achir? Oui, maintenant le transport maritime il est entre les mains des grandes, c'est-à-dire compagnies ou des grands affréteurs. Ils réalisent aussi des chiffres d'affaires très très importants, hein, et même des bénéfices en dizaines de milliards de dollars. Aujourd'hui, il y a un investissement massif dans le transport maritime. Il y a aussi, c'est un transport entre les mains de quelques aussi, c'est-à-dire le plus grand marché, la plus grande part du marché, il est entre les mains de quelques grands armateurs. Maintenant, c'est-à-dire ce qu'il y a d'important dans le développement de ce transport maritime, c'est un peu le transport multimodal, c'est-à-dire il n'y a pas que le transport maritime à travers des navires, etc., mais il y a des connexions qui sont faites avec plusieurs types de transports. Donc, le service multimodal, c'est-à-dire à travers que ce soit les voies ferrées, donc le train, à travers le transport terrestre, à travers même les avions cargo. Donc tout ça, c'est connecté. Donc ça forme en quelque sorte un écosystème et une chaîne de valeur carrément de transport, de marchandises internationales. Et c'est ça qui crée c'est-à-dire de la taille critique en termes de transport, et ce qui donne aussi de la compétitivité aux grandes compagnies de transport maritime dans le monde. C'est quand ils sont connectés avec plusieurs services. Et justement, c'est ça aussi l'enjeu. Même pour réduire les coûts, etc., pour être compétitif, il faut avoir cette stratégie multimodale, donc développer plusieurs types de transports qui sont connectés avec le transport maritime. Donc même l'Algérie, justement, il doit y aller vers cette stratégie, le développement d'un transport multimodal directement connecté au port algérien. Et d'ailleurs, on a vu quand même des initiatives, notamment pour exporter le fer, exporter le rang à béton, etc. On a vu il y a la voie ferrée qui s'est réalisée au niveau du port de Djenjen, au niveau du port de Annaba, en perspective aussi d'exportation des engrais, du phosphate, etc. Donc, même au niveau du port d'Oran, pour la perspective d'exportation du fer, de Ralaj Bilet. Donc c'est multimodal, donc connecté aux voies ferrées, mais aussi on a des pénétrantes autoroutières vers le port de Djenjen par exemple. Ça fait partie de ce développement. Donc c'est ça, le transport maritime. Les navires ne sont pas seuls, autrement dit. Donc ils doivent être connectés justement vers un réseau multimodal pour qu'ils puissent être rentables et compétitifs. Oui, on va y arriver, Mohamed, mais moi je veux rester, si vous le permettez, avec cette question de concurrence et comment y faire face.
Monsieur Mazouz, d'abord. Justement, oui. En fait, la concurrence, elle est rude, elle est là. Et partout dans le monde, nous connaissons tous c'est pas de cadeau. Les puissances, ceux qui détiennent les flottes les plus importantes et qui dominent un petit peu le transport mondial des marchandises à travers le monde. Toutefois, ce qu'il y a lieu de signaler, il n'en demeure pas moins que même le pays, à travers ses caractéristiques, d'abord, son importance au plan géopolitique, sa position géographique, son degré de développement économique et ses capacités de développement des infrastructures à l'intérieur du territoire, ça c'est un point quand même c'est un atout sur lequel on devrait jouer des grands transporteurs ou les grands armateurs du monde. C'est dans cette optique que malgré qu'il y a une concurrence, toujours est-il, le pays peut développer certains atouts pour d'abord attirer les armateurs et les moindres coûts, négocier les coûts des transports maritimes, et pour avoir cette volonté de développer sa propre flotte, pour avoir une certaine souveraineté même au niveau des transports maritimes. Monsieur Zell, vous vouliez rajouter quelque chose pour terminer avec ce point? Pour compléter ce que disait Mohamed, notre collègue, c'est que le transport maritime est dominé par une dizaine de grands opérateurs de transport maritime qui agissent même dans le sein d'alliances. Il y a 4 d'alliances et qui pratiquent ce qu'on appelle l'intégration verticale. Non seulement ils dominent le transport au long cours, le deep sea shipping, mais ils développent aussi leur flotte pour le cabotage et ils investissent dans le transport routier. Ils ont des flottes de camions, dans le chemin de fer, dans les plateformes logistiques et dans les entrepôts logistiques à l'intérieur des pays et même dans le transport aérien. Ils ne laissent aucune place aux autres petits concurrents. Et comme le transport maritime est fortement capitalistique, ça demande beaucoup de moyens. Un conteneur de dernière génération, ça voisine les 400 millions de dollars. Un navire de croisière, c'est 1 milliard de dollars. Donc, et pour maintenir toujours leur navire conforme aux dernières évolutions technologiques, il n'y a que ces grands opérateurs qui peuvent investir et renouveler constamment leur flotte, notamment avec toutes les normes environnementales et sécuritaires qui sont imposées par la réglementation internationale. Maintenant, les pays comme l'Algérie doivent choisir leur créneau et ne serait-ce que déjà sécuriser ces approvisionnements en Méditerranée, faire du feedering avec un grand transporteur, faire des alliances avec des grands transporteurs dans le cadre de partenariats, non seulement dans le transport maritime, mais surtout dans la gestion des terminaux à conteneurs, pour pouvoir générer des flux vers les terminaux à conteneurs et laisser le dernier leg de transport maritime pour les navires du pavillon national. Alors, puisque vous parlez de l'Algérie, vous faites bien, M. Zell, comment qualifier les ports algériens de par leur taille, ne serait-ce que dans le bassin méditerranéen? C'est des ports de deuxième, de troisième génération. C'est des ports qui ont été réalisés au début du siècle, pour ne pas la fin des années du 19e siècle. C'est des navires plutôt des ports qui étaient conçus vers un flux à l'import. Donc toute la configuration de ces ports, c'était pour les exportations, plutôt c'est les exportations. Les flux des échanges à changer sont devenus dans l'importation. C'est des ports qui connaissent des limites opérationnelles en matière de longueur de quai, en matière de tirant d'eau, en matière d'espace d'entreposage et qui sont malheureusement fortement enclavés dans des tissus urbains, ce qui rend difficile un peu l'accès des moyens de transport pour l'export et l'enlèvement des marchandises dans le cadre de l'importation, et ils ne sont pas connectés au réseau ferroviaire qui est le meilleur moyen pour l'enlèvement des marchandises, à part le port de Djenjen qui a été conçu dans les années 70, qui lui, elle est à l'extérieur du tissu urbain
est fortement et qui est doté d'un faisceau ferroviaire bien développé. Alors on parle souvent justement, puisque vous parlez des problèmes dont souffrent nos ports, on parle souvent des délais d'attente et le rallongement justement de ces délais d'attente. C'est dû à quoi? Quels sont les facteurs essentiels de ces délais? Oui, je pense que c'est l'un des problèmes actuellement auxquels les pouvoirs publics veulent apporter de solutions. Une solution. D'où la feuille de route. Le président de la République, dans un conseil des ministres, a ordonné même... Le dernier conseil des ministres, avant-hier. Avant le dernier conseil des ministres aussi, il a ordonné à ce que les ports travaillent en 24 heures sur 24 et 7 sur 7. C'est-à-dire pour permettre justement aux ports de traiter ce flux de marchandises dans des délais très courts. Parce que, effectivement, ces délais ont un impact très négatif sur, d'abord, le coût de transport en général, parce qu'il y a des surestaries qu'on paye à cause de ces retards, à cause de ces navires en rade, et puis et le coût il est répercuté directement sur le prix de la marchandise et par voie de conséquence sur le prix du consommateur. Donc c'est une inflation importée en quelque sorte. Donc il faut agir, et puis il n'y a pas que ça aussi. Quand les entreprises importent leurs intrants, donc leurs matières premières ou leurs produits semi-finis pour l'industrie. Donc il y a ce qu'on appelle une perte de compétitivité dans cette chaîne de transport, dans cette chaîne logistique. Donc s'il y a des délais d'abord, et quand les délais sont longs, donc ça entrave un peu la compétitivité de l'entreprise en matière, c'est-à-dire de rapidité de fabrication, des commandes, etc. Parce qu'il y a un temps économique qu'il faut respecter. Donc, et puis en termes de coûts aussi, quand il y a des coûts supplémentaires à payer, donc ça se répercute sur le coût de revient du produit. Là, Mohamed, vous parlez de l'impact justement de ces délais d'attente. Moi, je voudrais... Qu'est-ce qu'il cause? Oui, ce qu'il cause d'abord, on peut dire que c'est à la fois, c'est cité par M. Azad tout à l'heure, et c'est à la fois structurel. C'est-à-dire, c'est l'organisation des ports en général. Donc, il faut revoir cette organisation des ports. Et puis, il y a des aménagements très importants qu'il faut apporter à ces ports. Donc, il faut les redimensionner, les aménager. Il faut de l'extension. Et il faut les désengorger aussi des flux, parce qu'ils sont dans les villes, comme celui de la capitale, c'est ce que disait par exemple. Donc ça, c'est structurel, c'est-à-dire que c'est lié carrément à l'aménagement des ports. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a eu même un conseil des ministres, juin, je pense, 2024, dans lequel le président de la République a demandé à ce qu'il y ait une création d'une société nationale spécialisée dans l'aménagement des ports. Donc pour pouvoir justement apporter ces solutions structurelles. Parce qu'il ne suffit pas de... C'est vrai que quand on met un système managérial très performant, etc., toutes les techniques, les plateformes, donc, et puis on coordonne aussi tous les services, la douane, les armateurs, les transitaires, tous les acteurs. Oui, ça réduit, d'accord. Mais si physiquement... il y a un problème. Donc, en termes de l'espace, en termes c'est-à-dire de cette architecture des ports. Donc, cela, ça rend la tâche encore plus difficile. À un certain moment, on parlait même, M. Mazeuz, du problème du week-end international et du week-end qu'on avait. Est-ce que ça a vraiment un impact? Et on parle aujourd'hui de faire travailler les ports 3 x 8, c'est-à-dire 24 heures sur 24. Tout à fait, oui. C'est important aussi. C'est très important, c'est très important. C'est l'essentiel même du travail et de l'exercice des aspects régaliens de l'État au sein des ports. L'attente en rade, tout simplement, vous me permettez de faire un petit peu de pédagogie, c'est parce qu'un navire ne trouve pas de place, il n'y a pas de... Et il attend son tour. Il attend son tour. Voilà. Il attend son tour, pourquoi? Parce que le quai est occupé, les quais sont occupés. D'abord, parfois, les quais, comme il a dit tout à l'heure, il a souligné M. Razad, il y a des tirants d'eau qui ne sont pas aptes à recevoir une certaine catégorie de navires. Il y a les moyens de déchargement parce que les opérations portuaires nécessitent beaucoup de moyens logistiques pour les opérations d'accostage, d'amarrage, etc. Et le déchargement également, ainsi que le stockage des conteneurs, le stockage momentané. Vous avez également tout ce qui est des opérations de manutention des conteneurs
et les opérations qui sont nécessaires pour prendre en charge les visites et les contrôles qui doivent s'opérer sur les marchandises. Le travail H24 est important. Pourquoi? Parce que il est inadmissible aujourd'hui de concevoir ou d'imaginer un port qui fonctionne 8 heures par jour. C'est comme une administration. Ce n'est pas normal. Là, il s'agit d'un service important qui est rendu aux opérateurs, et c'est un service qui est rendu à l'économie nationale. Le travail permanent, H24, 7 jours sur 7, y compris les jours fériés et les week-ends, c'est une nécessité. D'ailleurs, il y avait le Conseil des ministres datant du 10 février passé, qui a été confirmé récemment dans le Conseil des ministres de l'avant-hier, où il y a instruction qui a été donnée par les pouvoirs publics à tous les services qui exercent au niveau des ports pour assurer cette continuité de travail de manière permanente. Alors, oui. Vous avez fini. Alors, M. Achir parlait tout à l'heure, il a commencé à parler de l'impact que ça pouvait avoir sur l'économie algérienne. Ça coûte beaucoup d'argent, M. Herzel, un bateau qui reste en rade longtemps? Oui, les navires qui restent en rade, au-delà des délais requis, ce qu'on appelle le temps de planche, payent ce qu'on appelle des surestaries navires. Les conteneurs qui ne sont pas restitués dans les délais, au-delà de ce qu'on appelle un délai de franchise accordé par l'armateur, génèrent ce qu'on appelle des frais d'immobilisation qui sont comptabilisés progressivement jusqu'à un délai plafond de 90 jours, ce qu'on appelle les surestaries conteneurs qui font l'objet de transferts à l'étranger. C'est dans cet objectif, pour réduire les surestaries navires, les surestaries conteneurs, et pour réduire le coût logistique des échanges commerciaux de l'Algérie, que les experts estiment à 25-30% du coût des échanges. Bien sûr, quand on parle de coût logistique, c'est toute la chaîne. Et le transport maritime et les ports constituent le segment le plus important. C'est pour cette raison que pour pouvoir accompagner la politique de diversification de l'économie, la promotion des exportations des hydrocarbures, les pouvoirs publics, notamment le Monsieur le Président de la République et le ministère des Transports, accordent la priorité absolue à l'amélioration des performances de nos ports à travers toutes les mesures qui ont été prises, engagées à court, moyen et long terme, mais que nous allons peut-être aborder dans le cadre de la feuille de route présidentielle. Alors, Mohamed, on l'a compris, l'Algérie a pris du retard dans ce domaine. Il y a aujourd'hui, on ressent une volonté politique certaine. On ne peut pas, et on ressent même une stratégie globale. Et l'un des maillons justement de cette stratégie, c'est le transport maritime. C'est pour la première fois qu'on parle réellement d'une stratégie dans ce domaine. La feuille de route présidentielle est venue dans ce sens pour confirmer justement ça. Tout à fait. Il y a une stratégie globale. Il y a une stratégie globale parce que il y a eu des orientations à la fois pour développer les ports, l'aménagement des ports, créer même une société qui va s'en occuper. Il y a aussi des orientations pour améliorer sur le plan opérationnel la gestion des ports et avec tous les services et mettre, c'est-à-dire en connexion tous les services, créer un écosystème dynamique au niveau des ports. Et puis il y a aussi cette stratégie aussi de connecter les ports avec les voies routières et les voies ferrées. Et surtout dans la perspective justement d'exportation encore, que ce soit le rond à béton, l'acier, le phosphate ou les engrais et d'autres marchandises aussi, parce que l'Algérie commence quand même à diversifier ses exportations hors hydrocarbures. Donc je pense que c'est une stratégie nationale et elle est cohérente. Et bien sûr, il faut du temps pour concrétiser plusieurs étapes de cette stratégie, parce que c'est des investissements aussi, parfois de long terme.
Ça demande. On voit quand même. Très coûteux aussi. Très coûteux, bien sûr, mais on voit quand même certains résultats palpables au niveau du port de Djenjen, qui commence même maintenant à recevoir des grands navires. Vous savez, surtout Djenjen, il y a l'exportation de l'acier à partir du port de Djenjen, du rang à béton, etc. Quand on reçoit par exemple un navire de 100 000 tonnes, donc ça permet de réduire, selon les experts, des dollars par tonne. Quand il s'agit d'un grand navire, des navires de 290 mètres de long et 45 mètres de large. Et donc, il y a eu un travail pour aussi la profondeur du port. C'est pour cette raison que j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la dimension des ports. Oui. Il y a des investissements importants qu'il faut faire. Et je pense que on est sur la bonne voie en la matière. Il y a même une perspective quand même de faire des ports algériens comme des hubs d'exportation vers l'Afrique. Pourquoi pas? Parce que on a la route, la transsaharienne qui est là, donc en termes de transport maritime. Puis notre position géographique connectée au transport routier vers l'Afrique, dans le cadre de la ZLICAF, par exemple. Donc, comme l'aéroport d'Alger, quand même, c'est un hub. Donc, qui peut être, c'est-à-dire pour toute la région, surtout l'Afrique et d'autres régions, l'Amérique latine, etc. Donc, même les ports algériens aussi, ils doivent être aussi positionnés dans cette perspective. Donc, nous avons d'abord cette place géographique qui est un avantage comparatif pour notre pays. Donc il faut en profiter de cet avantage et développer davantage, bien sûr, ce transport maritime, d'autant plus que nous avons cette ambition d'exporter davantage hors et dans le cadre. Alors, cette volonté politique est palpable, M. Mazouz. Pour cette feuille de route présidentielle, il y a des axes principaux. On peut les citer et les développer un à un plus tard? Oui, effectivement, la feuille de route, elle date des conclusions de la réunion du Conseil des ministres qui a été tenue le 2 juin l'année dernière, 2024. Cette feuille de route, elle est basée sur 3 axes principaux. D'abord, vous avez le premier axe qui est les moyens et les infrastructures. Vous avez le deuxième axe qui est la numérisation et la digitalisation du service public et l'exercice des différents services intervenants. Et vous avez le troisième axe qui est basé sur l'aspect réglementaire et juridique pour la réduction des délais, que ce soit les délais d'immobilisation d'attente des conteneurs, que ce soit les délais d'attente des navires en rade. Ce sont les 3 axes, principaux axes de la feuille de route qui est déclinée sur plusieurs missions mises à la charge des différents départements et secteurs concernés. Alors, un à un, ces points, si vous choisiriez quoi comme point pour commencer, monsieur Rebel? Je vais tout d'abord rappeler les instructions du Conseil des ministres du 2 juin. La première, c'est de concevoir une approche exhaustive pour une nouvelle stratégie de développement et de gestion portuaire. Nous avons élaboré, en concertation avec les départements ministériels concernés, une stratégie à l'horizon 2035 visant la réalisation de nouvelles infrastructures portuaires modernes de dernière génération, hyper connectées, numérisées, répondant aux normes internationales. Les 3 autres instructions, c'est réduire les cadences de déchargement, renforcer le contrôle des conteneurs et évacuer, réduire les délais d'entreposage et libérer les espaces d'entreposage dans le port. La 3e instruction, c'était de réduire le temps de séjour en rade des navires avec un objectif de le réduire à 24 heures. Et la 4e instruction, c'était de réduire la pression sur le port d'Alger et réorienter le trafic vers les autres pays, les répartitions des trafics. Les 3 instructions qui ont fait l'objet d'une feuille de route qui contient une 30aine d'actions. 24 de ces actions sont inscrites à l'indicatif du ministère des Transports et il pilote en coordination avec les autres départements ministériels
le service des douanes, oui. le service de l'agriculture, le service du commerce, tous les acteurs de la chaîne logistique que nous avons cités précédemment. Cette feuille de route est en cours de mise en route. Elle fait l'objet d'évaluations régulières. C'est ce qui a été fait lors du Conseil des ministres d'avant-hier. Pour revenir, donc M. Mazouz a dit la feuille de route, on parlait des axes principaux, des termes de moyens, c'est les acquisitions de scanners. Donc il y a tout un programme d'acquisition. Nous avons reçu déjà le premier lot de scanners. 2 ont été acquis et 7 sont attendus au mois de mars. Et le groupe Serport a commandé 20 scanners, 13 pour les conteneurs et 7 pour les véhicules. Le renforcement des effectifs par tous les services concernés pour assurer ce régime de travail 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Le renforcement des effectifs et le régime de travail a été rappelé lors du Conseil des ministres du 9 juin pour assurer le 4e shift. Et là, toute une série d'actions a été engagée. A été engagé par le ministère des Transports et les autres acteurs. On a mis en place des cellules de suivi de cette mesure au niveau de cellules interministérielles, au niveau des ministères, au niveau des wilayas concernés. Par cette mesure, il y a 5 ports. Au niveau des ports, nous avons renforcé les moyens de contrôle. On a loué des conteneurs au niveau des ports concernés. Il y a eu un renforcement des effectifs et renforcement des équipements à travers l'allocation en attendant l'arrivée du programme, plutôt des équipements qui ont été commandés dans le cadre du programme 2025. Une enveloppe substantielle a été constituée. Justement, j'allais parler du coût. Le coût, un investissement de 70 milliards de dinars. Donc c'est pour moderniser tous les équipements de manutention pour atteindre l'objectif en matière de réduction du délai de transit des marchandises dans les ports. Donc il y a les portiques de quai, il y a les cavaliers gerbeurs, il y a les shiploaders pour l'export du ciment et du clinker pour améliorer la cadence de chargement et rendre compétitifs ces produits-là sur le marché international. Vu que nous sommes devenus exportateurs de ciment. Tout un lot de chariots, de pompes à grains pour aussi améliorer les cadences de déchargement des navires de l'OAIC et de l'ONAP. Tout un lot d'équipements pour essayer d'améliorer la performance des ports. Non, il y a les autres actions. C'est tellement de chantiers, M. Arzad. Tellement de chantiers. Effectivement, là, on est rentré dedans en plein des mesures qui sont déclinées, qui découlent de la feuille de route. Des mesures, je disais tout à l'heure, qui reposent sur 3 axes. En matière d'infrastructure et de moyens, M. Arzad a beaucoup détaillé sur ce volet. Vous avez le volet numérisation. Pour la douane, c'est la continuité de développement des modules restants du nouveau système d'information des douanes, le fameux ALCES, qui permet aujourd'hui la souscription des déclarations et la prise en charge de toutes les formalités douanières via une solution web depuis chez vous, par votre téléphone ou par votre PC à distance. Par une solution Internet. Donc, et le système ALCES joue un rôle très important dans le fait qu'il joue le rôle d'un effet d'entraînement par rapport aux autres systèmes d'information des différents départements. D'abord pour ceux qui interviennent aux côtés des services des douanes au niveau des frontières, à l'instar des services de contrôle de la qualité et de la fraude et de la lutte contre la fraude relevant du ministère du Commerce, ou ceux des services vétérinaires et phytosanitaires relevant du ministère de l'Agriculture. Mais également dans le cadre du segment, le cœur du système d'information des douanes, qui est le guichet unique, qui est en cours de construction et on est en phase de test pour intégrer justement toutes ces formalités et l'interconnexion entre les différents départements, initiateurs de formalités administratives particulières, pour que l'opérateur ne se déplacerait plus pour demander les formalités
les autorisations, les visas, les certificats, les agréments, etc., qui sont exigibles et qui sont réclamés par les services des douanes au moment du dédouanement. D'ores et déjà, une fois que le guichet unique est mis en place et déployé et lancé, l'opérateur ne se déplacerait plus auprès des différents départements. Ces formalités sont transmises de manière électronique via le système ou le guichet unique du système d'information des douanes. Tout ça, ça va contribuer à la réduction des délais et ça va contribuer à développer ou augmenter ou promouvoir la compétitivité des entreprises, des produits algériens par rapport aux produits matières premières qui rentrent dans le cycle de production, mais également au coût de revient des produits algériens qui sont destinés à l'exportation. Vous avez également, tout ça a été accompagné par une panoplie de mesures sur le plan légal et réglementaire. Nous avons intervenu dans le cadre de la modification du Code des douanes, justement pour instaurer ce système de dédouanement électronique et de prise en charge des formalités électroniques. Nous avons institué ce qu'on appelle la déclaration anticipée, avant l'arrivée des marchandises. Vous avez également la déclaration provisoire. Nous avons également réduit le délai d'attente de séjour des marchandises au niveau des dépôts temporaires qui était de 15 jours avant le 1er janvier passé et qui est revu à la baisse aujourd'hui, qui est de 8 jours, justement pour pousser les opérateurs et les transitaires à souscrire les déclarations et éviter le rallongement des délais d'attente des conteneurs au niveau des ports et les dégager au niveau des zones extraportuaires. Nous avons également institué cette possibilité de créer par l'entreprise portuaire du port, il crée une zone extraportuaire sous douane qui est appelée la zone de dégagement. Ça, c'est déjà lancé, c'est déjà mis en œuvre et la machine est huilée. On le sent, hein, c'est un travail colossal. C'est dire ce qui attend justement le secteur du transport maritime en Algérie. Ça peut aussi booster les investissements en Algérie, car c'était un frein à l'investissement, Monsieur Hachir, et ça peut aussi rendre, vous qui parliez de hub, ça peut aussi rendre les ports algériens plus attractifs. Exactement, c'est ça l'objectif, c'est améliorer l'attractivité, mais aussi tout ce qui a été exposé par nos amis de la douane et du transport va contribuer d'une manière, disons, décisive à l'amélioration de l'environnement des affaires. Parce que quand on parle de la performance de la gestion des ports, de la gestion des transports, de la performance et la digitalisation des services de douane et toute cette interopérabilité aussi qui se fait au niveau de toutes les plateformes pour un traitement instantané des déclarations, etc. Donc tout ça, d'abord, ça va créer une confiance, et la confiance est très importante pour les entreprises et pour tous les opérateurs économiques. Et aussi, on a parlé tout à l'heure de la souveraineté des ports, d'accord, les ports c'est de la souveraineté, mais aussi c'est la vitrine. Hein. La douane aussi c'est la première vitrine d'un pays. Donc tout à fait. quand on a ces services quand même, une très belle vitrine comme ça, donc ça améliore beaucoup l'attractivité des investissements directs étrangers. Ça donne quand même, on peut dire, c'est des ambassadeurs aussi de l'économie algérienne, de l'administration algérienne, des finances algériennes, de la réglementation algérienne. Donc tous ces assouplissements et toutes ces modernisations vont améliorer ce qu'on appelle globalement la compétitivité structurelle de l'économie, c'est-à-dire qui vient à la fois du cadre administratif, réglementaire, juridique et des institutions, que ce soit de régaliennes, de régulation, ou des institutions financières et bien sûr de transport. Donc c'est primordial pour consolider davantage l'image de notre pays et le doing business en général. C'est un grand défi. Monsieur Mansouz parlait tout à l'heure de numérisation. On parle aujourd'hui même de port intelligent. C'est dire le défi qui nous attend. Si nous devions conclure, moi, je vous pose cette question et je vous laisse conclure, messieurs. Comment garantir la mise en œuvre rapide et efficace de ces réformes ? Il faut s'y mettre, hein. Il faut s'y mettre, il faut mettre en œuvre immédiatement la feuille de route. Il faut l'implication de tous les acteurs aussi, pas que des pouvoirs publics. On ne peut plus travailler en cloisonnement, tout le monde s'est imbriqué, il y a des liaisons, c'est très important. Il faut s'y mettre, il faut lancer d'ores et déjà la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement. Il faut que le développement de toutes les solutions
à travers l'implication des startups également. C'est des sociétés, des petites sociétés, des niches de technologie, de développement de solutions numériques pour les différents services. Et aujourd'hui, on ne parle plus de port uniquement de port smart port, mais on parle de frontières intelligentes, smart boarding. Smart borders, c'est des frontières intelligentes, que ce soit le port, l'aéroport ou le poste frontalier. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons traité le transport maritime, mais le transport aérien et le transport terrestre aussi constituent également des leviers de développement de toute l'économie. Alors, Monsieur Rzal, pour conclure, on a perdu beaucoup de temps, on n'a plus le droit d'en perdre plus. Oui, mais je voudrais compléter ce qu'a dit M. Mazouz. Il a parlé de la plateforme numérique de la direction des douanes. Il a oublié de parler de la plateforme numérique développée par les ports qu'on appelle la PCS. Et nous travaillons bien sûr, la plateforme, la PCS des ports, elle dématérialise un peu toutes les formalités liées aux opérations logistiques. L'ALCES, c'est la dématérialisation de toutes les formalités de douane. Et nous travaillons pour l'interopérabilité des deux systèmes et en faire un véritable guichet unique intégré au niveau des ports. Il a parlé un peu des zones de dégagement. Effectivement, nous travaillons pour doter les ports d'Alger, de Béjaïa et de Skikda en zone de dégagement. Le dossier a bien avancé avec nos amis de la douane. Nous avons reçu les accords de principe et même peut-être un agrément au niveau du port de Béjaïa. Les choses avancent. Exactement. Revenons à... Vous avez parlé comment attirer les investisseurs. Les investisseurs étrangers, avant d'investir dans un pays, ils essaient de connaître un peu l'indice de performance logistique du pays parce que les pays sont classés en matière de qualité. Et ils sont très regardants par rapport à ça. Exactement, de leur qualité, de leur service logistique, le LPI. Logistic Performance Index, et de l'indice de connectivité de leur port. Même la connectivité des ports en matière de diversité de lignes maritimes et la régularité des lignes maritimes, c'est un indice de qualité en matière de qualité pour les investisseurs de transport et la logistique d'un pays. Nous y travaillons. Les mesures de la feuille de route, c'est comment optimiser les ports existants en améliorant leur performance au maximum. Mais bien sûr, viendra la solution à long terme, c'est la mise en œuvre de la future stratégie logistique pour la réalisation de nouvelles infrastructures smart, green et hyperconnectées. Et cette stratégie elle a été validée. Nous la complétons par une stratégie nationale logistique en impliquant tous les départements ministériels productifs, en intégrant un peu leur stratégie de développement à l'horizon 2030. Je suis sûr qu'on aura à y revenir, Monsieur Rzal, et on sentait beaucoup de complémentarité aussi dans vos interventions tous les trois. Je vous remercie beaucoup d'être venus ce soir. Je rappelle que nous avions avec nous Monsieur Rzal Abdelkerim, conseiller au ministère des Transports. Nous avions Mazouz Mourad, sous-directeur des procédures et des facilitations à la Direction générale des douanes. Et aussi, nous avions avec nous notre consultant, Mohamed Achir. Merci à tous les trois. Je remercie toute l'équipe technique du Studio 2. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.